Dans cette séquence, nous allons aborder la question de la détection et de l'observation des planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil. Ces planètes sont désormais désignées sous le nom d'exoplanètes ou encore de planètes extrasolaires. Habitués aux images des planètes de notre propre système solaire, images que nous avons grâce au survol des sondes interplanétaires, voire même avec des télescopes au sol, lorsqu'on parle de planètes hors du système solaire, on a tendance à imaginer qu'on peut les voir un peu comme sur cette vue d'artiste. En fait, on se trouve confronté à un certain nombre de difficultés qui font que dans la réalité, nous sommes bien loin d'être capables de faire de telles images. Voir directement une planète signifie que l'on est capable de clairement séparer les photons de l'étoile de ceux de la planète. Ce qui a l'air en apparence très simple est en fait extrêmement difficile, et ce pour plusieurs raisons. En fait, les étoiles sont des sources de lumière puissantes, alors que les planètes sont des corps intrinsèquement très peu lumineux. Cette photo du couple Terre-Lune a été prise par la sonde Cassini depuis Saturne. On distingue bien les deux points lumineux, enfin, quoique c'est peut-être même plutôt un seul point lumineux, mais sans détail de surface particulier. La masse des planètes est insuffisante pour leur permettre d'amorcer les réactions thermonucléaires qui leur permettraient de produire de l'énergie et donc de la lumière. On voit en fait les planètes parce qu'elles reçoivent la lumière de leur étoile. Une planète comme la Terre, par exemple, baigne donc dans le rayonnement électromagnétique de son étoile. Ce rayonnement se présente en première approximation comme un rayonnement de corps noir, ainsi que le montre la figure qui donne le rayonnement reçu par la Terre en fonction de la longueur d'onde. Il va de l'ultraviolet à infrarouge, avec un maximum d'énergie entre 400 et 800 nanomètres, c'est-à-dire dans le visible pour notre Soleil. Tracé en pointillé, on a rajouté le rayonnement idéal d'un corps noir à 5777 Kelvin comme comparaison. Comme vous le voyez, ce graphique est relativement complexe et fait la différence entre le rayonnement reçu au sommet de l'atmosphère et celui reçu au sol, qui est beaucoup moins intense et présente en outre de nombreux trous, c'est-à-dire des endroits où le rayonnement solaire a quasi disparu en arrivant au sol. Avant de parvenir au sol, la lumière solaire traverse l'atmosphère qui ne se comporte pas comme un milieu neutre. Au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans l'atmosphère, les photons solaires interagissent en effet avec les constituants de l'atmosphère via des processus de collision, et donc le rayonnement qui arrive au sol est très atténué par rapport à celui qui est reçu au sommet de l'atmosphère. Lors de ces collisions avec les particules présentes dans l'atmosphère, poussière et gaz, les photons peuvent être progressivement absorbés, mais ils peuvent être aussi réfléchis et renvoyés dans une direction différente, et on parle alors de diffusion. Les molécules atmosphériques et les particules les plus fines de l'atmosphère vont diffuser plus efficacement les longueurs d'onde les plus courtes de la lumière solaire, c'est-à-dire la lumière bleue et verte. Les photons rouges sont quant à eux moins diffusés. C'est à cause de ce phénomène de diffusion, appelé diffusion de Rayleigh, que nous voyons le ciel bleu. En l'absence d'atmosphère, notre ciel serait noir. Quoi qu'il en soit, même si l'atmosphère absorbe ou réfléchit vers l'espace une partie significative du rayonnement solaire, la majorité atteint le sol et chauffe notre planète. Comme tout corps chauffé, notre planète va à son tour émettre un rayonnement qu'on qualifie donc de thermique. En première approximation, ce rayonnement suit lui aussi une loi de corps noir dont on rappelle l'expression ici. La température moyenne de la surface de la Terre est d'environ 15 degrés Celsius, c'est-à-dire 288 Kelvin. Sachant que pour la loi de corps noir, le maximum d'émission se produit à une longueur d'onde inversement proportionnelle à la température, l'essentiel du rayonnement thermique de la Terre se fait donc dans l'infrarouge. Ce graphique montre deux courbes de corps noir, l'une à 5800 Kelvin, qui représente donc le rayonnement émis par le Soleil, et l'autre à 290 Kelvin, qui représente celui de la Terre. Remarquez la différence d'amplitude des flux, et notez surtout que les maxima d'émission sont clairement séparés. Par suite, le rayonnement d'une planète présente deux composantes. Une composante de l'infrarouge qui est donc le rayonnement thermique que nous venons de voir et qui traduit le fait que le corps planétaire absorbe une partie du rayonnement solaire et donc se trouve chauffé. Cette émission infrarouge, émise par la Terre, est bien sûr elle aussi affectée par la traversée de l'atmosphère. La deuxième composante est dans le visible et elle correspond à la partie de la lumière reçue du Soleil qui, elle, est réfléchie en espace. Dans cette composante réfléchie, on retrouve bien sûr la signature spectrale de l'atmosphère du Soleil, mais aussi celle de composants atmosphériques terrestres, voire de minéraux à la surface de la Terre. En fait, le rayonnement d'une planète est un peu plus complexe que ça, car bien sûr l'atmosphère interagit avec le rayonnement, comme dans le cas de la diffusion de Rayleigh dont nous avons parlé. Comme on voit sur ce graphique, pour le cas de la Terre, l'atmosphère va donc arrêter une partie du rayonnement, qu'il s'agisse de celui que nous recevons du Soleil ou de celui émis par le sol.
En ce qui concerne la composante thermique, la partie rose du graphique montre le domaine de longueur d'onde où l'atmosphère est presque transparente pour le rayonnement infrarouge. Pour les autres longueurs d'onde, les molécules d'eau, le dioxyde de carbone et l'ozone absorbent de façon très efficace les radiations émises. Les planètes de notre système solaire présentent toutes cette double composante, réfléchie et thermique, comme on le voit ici. Ce graphique montre l'émission de 4 planètes du système solaire, la Terre inclus. On voit que toutes ont une composante dans le visible qui est en fait la lumière réfléchie. Elles ont également une composante dans l'infrarouge qui correspond à leur composante thermique. Plus on s'éloigne du Soleil, et plus le rayonnement solaire diminue, et donc, corrélativement, les planètes sont moins chauffées. Leur température moyenne décroît, et donc leur composante thermique est de plus en plus décalée dans l'infrarouge. Dans le visible, on voit donc les planètes essentiellement parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, et dans ce domaine de longueur d'onde, l'étoile domine très largement. En effet, la Terre est 5 milliards de fois moins lumineuse que le Soleil, et Jupiter, planète la plus massive, reste quand même 100 millions de fois moins lumineuse que le Soleil dans le visible. La situation est un peu moins défavorable dans l'infrarouge, mais le contraste reste quand même énorme. À cette première difficulté se rajoute le fait que, ramené aux distances interstellaires, où l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 4,3 années-lumière, les planètes sont excessivement proches de leur étoile. Par suite, chercher à observer une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil, l'ensemble étant situé à 32 années-lumière de nous, c'est-à-dire un peu plus de 300 000 milliards de kilomètres, revient à chercher à observer un ver luisant situé à 30 cm d'un phare de marine, le phare étant situé à Marseille, l'observateur étant quant à lui à Paris, c'est-à-dire à une distance d'environ 700 km. Par suite, pour voir une planète autour d'une autre étoile que le Soleil, il faut donc pouvoir éteindre ou pour le moins atténuer le plus possible la lumière de son étoile si on veut réussir à distinguer le faible flux lumineux de la planète. Pour ce faire, on va utiliser un principe similaire à ce que nous observons sur Terre lorsque la Lune passe devant le Soleil et qu'il se produit une éclipse de Soleil. Dans le cas des étoiles, on utilise un coronographe, c'est-à-dire un dispositif optique qui permet d'atténuer avec plus ou moins de succès la lumière d'une étoile afin de mieux voir son voisinage et révéler la lumière d'une planète éventuelle. C'est plus simple pour une source étendue comme le Soleil que pour une étoile lointaine qui pour nous est une source ponctuelle mais dont l'image sur un détecteur est malgré tout très étalée. On peut masquer la lumière de l'étoile pour voir plus près, mais aussi corriger de la turbulence atmosphérique qui, elle, brouille les images, avec une technique dite d'optique adaptative, comme illustré sur cette image. À gauche, l'image de l'étoile HIC 59206, qui est en fait un système de 2 étoiles. Avec un télescope standard, on ne voit qu'une seule tache image, et on peut donc imaginer qu'il ne s'agit que d'une seule étoile. Si ce même télescope est désormais équipé d'un système d'optique adaptative, alors on peut séparer les deux objets, c'est-à-dire les voir distinctement. Ces techniques combinées, coronographie et optique adaptative, ont permis de jolies découvertes, avec pour commencer des séries d'images de disques qui montrent des structures dans ces disques circumstellaires, donc autour des étoiles, et apportent des informations précieuses pour aider à comprendre la formation planétaire. En ce qui concerne les planètes, les progrès techniques sont illustrés par cette série d'images de l'étoile Gecul-Lupus qui a un compagnon de masse quasi stellaire, très peu lumineux et très proche. Les images ont été faites avec 3 générations successives d'instruments et alors que le compagnon se devine à peine sur la première image, il ressort très clairement sur les suivantes. On note aussi sur la dernière l'efficacité de l'atténuation de la lumière de l'étoile qui est remarquablement éteinte. Fin 2008, plusieurs équipes ont annoncé les premières images de planètes autour d'étoiles proches. Il s'agit de planètes jeunes et donc un peu plus lumineuses et massives, situées à grande distance de leur étoile et donc accessibles avec les instruments actuels. Depuis, le nombre de découvertes a dépassé la 12aine. Dans le cas de l'étoile HR 8799, c'est un système de 4 planètes qui a été découvert. On a ici 2 images prises à différentes époques et qui montrent 3 planètes à gauche et 4 sur l'image de droite. Les planètes sont désignées par une lettre. Leur masse estimée s'échelonne entre 7 à 10 fois la masse de Jupiter. Ce sont donc vraisemblablement des planètes gazeuses. Elles se trouvent à des distances orbitales entre 15 et 68 unités astronomiques, donc l'équivalent de la région externe de notre système solaire. Nous avons ici quelques exemples de découvertes récentes.
il faut du temps pour être sûr que ceux ou ces petits points lumineux sont bien des planètes et qu'il ne s'agit pas simplement d'une étoile lointaine située de façon fortuite sur la ligne de visée. Ceci nécessite de suivre ces étoiles pendant des mois, voire des années, pour détecter leurs mouvements et s'assurer qu'ils sont bien liés à leur étoile par la gravitation. Toutes ces planètes sont des planètes massives de quelques masses de Jupiter. Les incertitudes sur la mesure de leur masse proviennent d'une méconnaissance de l'âge de l'étoile, un paramètre qui reste difficile à estimer. Ces systèmes sont souvent jeunes et leur étoile souvent plus massive que notre Soleil. Les planètes sont situées à des distances de leur étoile comparables à celles des planètes géantes dans notre propre système solaire, voire même encore plus loin. L'objectif est maintenant de déterminer les propriétés de ces objets, voir comment ils se comparent aux planètes de notre système solaire et comprendre pourquoi et comment ils se sont formés. Les planètes comme la Terre, de petite taille et très proches de leurs étoiles, sont encore hors d'atteinte des instruments actuels. Pour les détecter et les analyser, il faudra encore faire progresser les instruments ou utiliser d'autres techniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette séquence et je vous dis à bientôt.